Aujourd'hui, vendredi, l'actualité là, en République démocratique du Congo est marquée par... il y a plusieurs sujets d'actualité ce vendredi en République démocratique du Congo. Donc, d'un côté, Ensemble pour la République accuse le procureur général près la Cour de cassation de violation des secrets d'instruction de l'affaire de l'assassinat de Chéribin Okende. Analyse et commentaires, c'est tout à l'heure dans Kiosque. De leur côté, le comité laïque de coordination CLC appelle à un dialogue qui, selon lui, reste la seule et l'unique voie de sortie de la crise politique en République démocratique du Congo. Autre sujet d'actualité, c'est les idées de Martin Fayulu et Lamuka qui sera dans la rue ce vendredi pour réclamer, comme toujours, la révision et l'audit réauditer le fichier électoral. Analyser commentaires, c'est tout à l'heure dans Kiosque. Et puis, jeu de la francophonie, en tout cas, le comité organisateur rassure par rapport à la tenue. Hier déjà, la presse a été conviée à visiter les infrastructures quant à ce. Madame, Monsieur, merci encore une fois de nous suivre. Alors ce matin, nous serons face à 3 invités. Le premier est déjà là avec nous. Les autres vont nous rejoindre, notamment puis Gérard Elenga, qui est prévu aujourd'hui, devrait nous rejoindre dans ce plateau de Kiosque, et Mathieu Takizala. Mathieu Takizala, et nous sommes déjà là avec Alex Dende, l'ex-légal. Bonjour. Bonjour maman. En forme? Ça va. Alors, la Mouka sera encore dans la rue ce samedi? Bon, là, on fait une entrée rapide. Vous savez, à chaque fois que je suis là, je fais un effort de placer un petit mot pour un jeune frère qui est incarcéré. Toujours. Toujours. Je n'arrêterai pas tant que sa situation n'aura pas changé. Il s'appelle Delcat Idenko. C'est un musicien qui a eu on va dire, l'inspiration naturelle de pouvoir dénoncer ce qui se passe dans son pays. Entre autres, l'état de siège, l'incapacité de M. Chilombo et son gouvernement de pouvoir éradiquer l'instabilité chronique entretenue par les ennemis de la nation à l'est, dans la partie est de notre pays. Et bref, il a été appréhendé sur une scène, il a été arrêté à Butembo et transféré à Goma, où il a été condamné depuis le 17 décembre 2021 à 10 ans de prison ferme par les tribunaux militaires. Et donc jusqu'à présent, il est en train de croupir à la prison centrale de Munzenze. Et pour nous, il est clair que M. Delcat Idenko et son compère, parce qu'il a aussi un ami qui est à l'intérieur, qui a été condamné un peu moins, qui a écopé moins que lui, pour nous, ces messieurs-là, où tous les deux sont des prisonniers d'opinion, et nous demandons tout simplement qu'on leur relâche. Voilà. Alors, la Mouka dans la rue, c'est samedi. Déjà, il faut un tout petit peu retracer les choses. C'est-à-dire que lors de notre dernière sortie, nous avons été très très clairs en ce qui nous concerne. Aujourd'hui, notre façon de voir les choses, parce que les choses n'ont pas forcément évolué, c'est sans fichier fiable, pas d'élection. Ça, c'est nous et c'est clair. Et pour boycotter les élections? Non, nous ne boycottons pas. Nous avons dit clairement que nous sommes dans le processus. Nous n'avons jamais dit que nous boycottons les élections. Nous disons que nous voulons les bonnes élections. Alors vos préoccupations ne seront pas prises en compte, c'est l'apparence, c'est ce que ça démontre déjà, c'est ce qui démontre déjà que c'est bien que ce qu'avait dit le président Denis Kadima par rapport aux préoccupations de l'opposition dont vous faites partie, et que ça risquerait de retarder les choses, de désorienter les calendriers de la CENI. Merci beaucoup. Nos préoccupations ne seront pas prises en compte. Je suis quand même, vous constaterez avec moi que nous avons quand même eu une réunion, c'était formel, mais les préoccupations de ceux de l'union sacrée, disons que eux, des réunions ne sont pas formelles, c'est-à-dire qu'avec M. Kadim, ils font des réunions tout le temps, peut-être à l'insu du peuple, enfin à l'insu de nous tous, parce que, comment voulez-vous comprendre? Vous venez d'évoquer la question calendaire, là. La lettre que nous a, enfin, ce qu'on peut appeler une réponse qu'il a publiée, enfin, parce qu'il faut dire que ce n'est pas quelque chose qu'il nous a envoyé directement,
Rappelez-vous tout simplement qu'à l'intérieur, il a parlé du délai, par exemple, en ce qui concerne le dépôt de candidature, enfin, je mets mes propres mots, qui est non négociable pour des raisons calendaires, c'est-à-dire que c'était du 25 au 15 juillet, et du 25 juin au 15 juillet, et c'est s'arrêté là. On a vu à partir de 10 juillet sur Twitter le cacique de l'Union Sacrée monter au créneau pour dire qu'il leur fallait une semaine de plus parce qu'il y avait à l'intérieur du pays, il y avait des problèmes avec les banques, ainsi de suite. Mais pour cela, alors que c'était clair sur la lettre, je crois que c'était la dernière, je crois que c'était la dernière phrase même sur sa réponse. Bizarrement, il ne s'est pas fait du tout prier pour pouvoir accéder à cette demande. Donc nous sommes, on ne va pas dire heureux, mais nous sommes rassurés sur le fait que c'est très bien, il n'a pas pris en compte nos desiderata, mais nous avons constaté calmement qu'en ce qui concerne l'Union Sacrée, ça n'avait pas besoin d'une réunion formelle ou autre, il a prolongé. Donc ça nous... La prolongation pour le dépôt de candidature. Oui, mais sur la même lettre... C'était pas seulement l'Union Sacrée. Non. Il n'y a pas seulement de candidats de l'Union Sacrée, M. Alex Linde. Excusez-moi. Vous avez parlé de l'opposition qui n'aura pas l'occasion de voir ses desiderata être pris en compte. D'accord? Donc, en ce qui concerne l'opposition, il y avait des desiderata et c'était clair. Nos exigences, tout a été écrit. Bon, maintenant nous dire que l'opposition fait partie de ceux qui ont demandé qu'il y ait prolongation, il y a une incohérence dans ce que vous êtes en train de dire. Ensemble, par exemple, est dans le processus. Je suis en train de dire ceci. Ensemble était dans la réunion le 30 juin. Et donc, c'est que nous avons écrit, déposé ces jours-là, discuter avec Kadima, c'était avec Ensemble. D'accord? Donc, après, je suis en train, ça n'engage que moi, je suis en train de réfléchir. Donc, Ensemble, après, qui demanderait à M. Kadima de pouvoir prolonger le délai de dépôt, enfin, il y a quelque chose qui me paraît illogique dans ce qu'il y a. Mais Ensemble a déposé ses candidatures. Et je dis le contraire. Oui, je suis en train de parler. Ils sont là-dedans. Je suis en train de parler du fait que, en ce qui nous concerne, nos exigences étaient formelles. En ce qui concerne l'Union Sacrée, c'est-à-dire les meilleurs amis de M. Kadima, non seulement ce n'était pas formel, mais c'était peut-être dans des canaux que nous ne maîtrisons pas. Parce que nous ne pouvons pas comprendre qu'il est dit, clairement écrit, qu'il n'y aura pas de prolongation, comme là le show qu'il nous a fait à la télé dernièrement, là vous avez vu, derrière lui c'était écrit du 25 au 15 juillet, et lui-même a fait son show entre le 17 ou le 18, en train de dire que ben voilà, après il n'y aura plus encore de prolongation. C'est ça que je suis en train de dire. C'est-à-dire que son côté clivant est clair, c'est connu. Donc si je reviens maintenant à votre question de départ, nous, en ce qui nous concerne, c'était extrêmement clair. C'est-à-dire que dès le moment où le fichier n'est pas fiable, nous avons dit clairement qu'il n'y aura pas d'élection. Et pour cela, nous devons préparer le peuple, expliquer ce que c'est que l'article 64, pour que le peuple comprenne cela. C'est-à-dire que de manière pacifique, nous allons débuter un certain nombre d'activités et d'actions ici à Kinshasa et à peu près partout dans le pays, pour tenter non seulement d'expliquer notre position clairement, mais surtout mettre au pas le peuple, parce qu'in fine, c'est le peuple qui décide. Mais ça ne sera pas une première manifestation. Est-ce que vous allez obtenir gain de cause? Mais ce qui est intéressant, c'est-à-dire que vous êtes en train de nous dire arrêtez de vous battre, de toutes les façons, c'est perdu d'avance. Les résultats? Les résultats. C'était aussi comme ça quand on disait ah, mais tiens, le chien aboie, la caravane passe. Aujourd'hui, vous avez lu tout à l'heure, vous avez lu ce que le CLC a dit. Peut-être que vous n'avez pas lu jusqu'au bout ce que le CLC promet ou menace de pouvoir faire si c'est que ce qui est écrit, en tout cas, sur sa déclaration, ne serait pas pris en compte. Donc il faut aussi regarder ce qu'ils sont en train de dire en bas. Je peux vous trouver cette note-là et on pourra un tout petit peu lire à la fin. C'est que donc vous êtes ensemble? Non, c'est pas question d'être ensemble. Nous ne sommes pas CLC. Nous avons constaté qu'en fait, aujourd'hui, CLC parle clairement d'un dialogue entre le parti prenant. Mais il vous souviendra, vous vous souviendrez quand même qu'en décembre 2022, le président élu avait déjà déclaré, dès le départ, qu'il fallait qu'on trouve un consensus entre le parti prenant sur la question électorale, que la CENI ne devrait pas porter le chapeau des conséquences des irrégularités
de ces processus. Nous les disions déjà. Donc nous étions déjà ouverts à l'idée de pouvoir nous dire que les choses sont mal engagées. Le chaos est déjà préparé. La tricherie est déjà préparée. Vous vous souviendrez aussi même, si ce n'est pas forcément, mais c'est important de pouvoir dire aujourd'hui, c'est que M. Kabound avait dit, on s'entend, je peux juste faire ça et retrouver ce qu'il avait dit dans sa conférence de presse en ce qui concerne... j'ai dit, c'est pas forcément une référence, hein, mais bon, c'est quand ils étaient ensemble, donc c'est toujours intéressant de voir. Il dit, mais concernant les élections, ils ont déjà mis en place un plan des tricheries qui consiste à gagner 2 ans, des glissements, remettre tout le monde dans c'est comme ça dans chaque cycle. C'est comme ça dans chaque pour cycle. Organiser des élections où tricherie, où la tricherie qui est déjà préparée. Pardon, vous dites c'est comme ça les dans critiques chaque cycle en 2006, 2011, 2018, nous avons toujours entendu conséquent avec ces nous mêmes que critiques. M. Chilombo était aussi dans ces critiques-là, il n'y a même pas très longtemps, en 2018 ici, et tout ce qui s'en est suivi, et tous les processus que vous avez dit. Donc, mais qu'est-ce qui a empêché qu'aujourd'hui, aux affaires, ils puissent faire en sorte que ces critiques soient, qu'on puisse taire ces critiques, et que pour une fois, que l'on puisse vider l'exposé de motifs de notre Constitution? Qu'est-ce qui a bloqué cela? C'est-à-dire que nous disons depuis le début, mais les gens ne comprennent pas. Donc je reviens dans ce que le CLC a pu écrire en ce qui concerne, le dialogue. Même nous parlons de consensus, bien sûr qu'il faut que les gens puissent parler. Ici, je l'ai dit hier dans une des émissions, ici en fait, le mot dialogue est galvaudé. C'est-à-dire que pour les gens, pour un Congolais lambda, pour lui, dès qu'on parle du dialogue, il sait très bien que les gens sont en mode partage du gâteau. Vous voyez, on parle même du gâteau. Et ça, c'est insupportable. Ça termine toujours comme ça? Ça termine toujours comme ça? Non, je parle juste du mot gâteau, mais non, mais ça ne va pas se terminer comme ça. Parce que quand nous parlons, on sait qu'une concerne, quand nous disons oui à des pourparlers, quand nous parlons de consensus autour de la question électorale, en ce qui nous concerne, le terme de référence est clair. Nous ne sommes pas en train de parler d'une quelconque gestion ou autre. Nous sommes en train de parler de la question électorale. C'est ça le terme de référence. C'est-à-dire que nous faisons en sorte qu'un certain nombre d'exigences soient rencontrées. Nous ne disons pas que nous allons nous imposer. C'est-à-dire quand vous devez trouver un consensus, c'est-à-dire entre ce que vous voulez et ce que les autres veulent, vous devez trouver une synthèse dans ça et pouvoir mettre en place les règles du jeu qui puissent faire en sorte que chacun se dise qu'il a une chance d'être non seulement vu, mais d'être entendu par la population, parce que chacun doit pouvoir exposer ses arguments, son programme, c'est-à-dire des solutions qu'il prévoit aux problèmes de notre pays, et que la population puisse juger et puisse aller voter librement dans un processus qui est transparent et qui doit se terminer de manière apaisée. Alors nous, et bien sûr inclusif, parce qu'il faut qu'il y ait tout le monde à l'intérieur, nous sommes disposés pour ça. Donc, soyez rassurés, en tout cas en ce qui me concerne, s'il y a des pourparlers, ça ne se terminera jamais par des postes que nous devons occuper. Monsieur ça va se passer comment, par exemple? Non, pour l'instant, il faut trouver le cadre. C'est-à-dire que moi, je vais vous montrer un tout petit peu l'antériorité de notre démarche par rapport à certains, c'est-à-dire notre ouverture d'esprit, notre clairvoyance, parce que nous ne voulions pas subir les conséquences. Nous sommes allés au-devant du problème pour ne pas subir les conséquences. Donc en décembre, nous en avons déjà parlé, qu'il nous fallait nous mettre sur une table pour pouvoir trouver un consensus, en tout cas en ce qui concerne les parties prenantes à ces élections. Il a encore repris ça au mois de juin, il n'y a pas très longtemps, M. Martin Fayoul, le président élu, a repris cela. Aujourd'hui, nous sommes rassurés que, par exemple, le CLC, on appelle aussi au dialogue, parce que les signaux sont clairs. Dans l'état actuel de choses. C'est-à-dire quoi? Après le dialogue, et on peut aller aux élections. C'est-à-dire que nous, vous savez, nous avons dit, quand on avait rencontré M. Kadimae qui nous avait prétexté cette histoire, le calendrier. Il a dit que vos arguments n'étaient pas solides. C'est comme ça qu'il va traiter vos arguments. Savez, je crois qu'en ce qui concerne l'histoire des arguments solides, je crois que lui, il doit plutôt revoir si réellement dans ce qu'il est en train de faire, il y a quelque chose de solide dans ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, avoir peur de pouvoir auditer un fichier électoral, on peut se demander comment ces gens ont pu mettre en place, ont pu constituer ces fichiers électoraux. C'est lui qui n'est pas solide dans ce qu'il est en train de faire. Hier, les 18 encore, il était en train de se plaindre qu'il n'y avait pas engouement dans les bureaux de réception. Il doit se remettre en cause et remettre en cause aussi l'institution qu'il est en train de diriger. C'est-à-dire il y a cette espèce de défiance, il y a cette méfiance qui est claire, qui se voit.
que les gens lui opposent. Donc, venir nous dire que nos arguments n'étaient pas solides alors qu'il est dans un processus qui est chaotique. Aujourd'hui, entre à se plaindre pour l'argent qu'il n'a pas, entre l'autre cas qui lui dit qu'il y a l'argent. Tout ça, ce sont des choses à prendre en compte. Je crois que c'est lui qui n'est pas très sérieux dans ce qu'il est en train de faire. Mais les plus importants pour nous, donc à partir de samedi, comme on l'a dit, on va se déployer. Nous prenons en charge depuis très très longtemps. Nous sommes sûrs de notre combat, c'est-à-dire que nous ne vacillons pas. Nous faisons confiance en notre peuple, de comprendre exactement les enjeux et que cette fois-ci, la vérité des urnes doit être respectée. C'est-à-dire et ça va faire fléchir les décideurs, la CENI. L'idée aujourd'hui n'est pas de dire faire fléchir qui que ce soit, parce que de toutes les façons, ce qui me concerne, le 23 janvier, enfin de mémoire, 2024 à minuit, si les bonnes élections ne sont pas organisées, M. Tshilombo n'est plus président de la République. Ça, pour nous, c'est clair. Et qui va prendre la place? Non, nous avons parlé de transition sans monsieur Tshilombo. Ça, on l'a dit depuis le début, ça c'est clair. Donc nous sommes pour les élections, des bonnes élections et organisées à temps. Bon, maintenant, on est conséquent aussi par rapport à ce qui est là et nous disons, mais c'est que nous demandons depuis le début de pouvoir nous mettre autour de la table et de trouver un consensus. Ça, on le dit depuis le début. Aujourd'hui, que le CLC puisse se réveiller dans cette question, nous disons que voilà, il y a eu une satisfaction quand même, même pas encore, qui est là. Et nous devons aller dans ça parce que les gens doivent se parler. Il s'agit de notre pays. Vous avez vu où est-ce que les élections de 2018, le non-respect de la vérité des urnes nous a conduits. On a une bonne partie du pays qui est amputée. Vous avez aujourd'hui la situation que vous avez en ce qui concerne le social. Donc la justice qui est dans l'état qu'il est, je crois que M. Tshilombo l'a clairement dit la dernière fois. Tout cela est aussi résultat de élections. Vous voulez dire quoi? Dans ce dialogue, ça sera quoi? Parler Non, les termes. Après le dialogue, il y aura la fin de la guerre. Après le dialogue, il y aura les problèmes sociaux du pays. Ils vont trouver solution. C'est pas moi qui suis en train de parler qui est sorti le mot dialogue. C'est le CLC, oui. Que vous appuyez. Nous avons parlé de consensus. Écoute, nous avons reçu la note du CLC, la déclaration, nous l'avons lue. Nous trouvons que c'est positif. Ils ont fait, peut-être que là vous n'avez pas lu l'entièreté, mais ils ont très très bien, parlé de la situation du pays aujourd'hui. Ils ont fait ce qu'on appelle l'état de la nation à leur niveau et nous trouvons que c'est assez positif ce qu'ils ont dit à l'intérieur. Donc aujourd'hui, toute initiative qui doit faire en sorte que les Congolais puissent se parler, nous ne pouvons pas nous opposer, parce que depuis le début, nous disons que nous devons trouver un consensus, mais c'est les autres qui sont en train de vouloir passer en force. Est-ce que vous ne trouvez pas que vous êtes en train de tracer un boulevard pour Félix Tshisekedi, parce que vous vous écartez du processus, le gouvernement tient à la tenue des élections et qu'il sera peut-être seul, parce que dans votre camp également, on sent la division, d'autres déposent, d'autres pas. Vous ne voyez pas que c'est vraiment un boulevard que vous tracez à Félix Tshisekedi? Déjà, nous l'avons dit, l'accompagnement, il faut déjà, dans ce que vous venez de dire, nous n'avons pas quitté le processus, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas pour rien que nous continuons à nous battre et que nous disons pas de fichier fiable, sans fichier fiable, pas d'élection. C'est très bien, la dernière fois je vous ai dit, mais là par exemple quand on parle d'un consensus, je vous ai dit que c'était au mois de décembre qu'on a commencé à parler de cela, et des élections nous en parlons depuis 2019. Dans notre document de proposition de sortie des crises. Donc c'est très bien de nous faire la chanson maintenant à 5 mois. Je vous ai dit que nous ne subissons pas les conséquences. Nous sommes au devant du problème et nous savions qu'il y aura un problème. Et là vous avez parlé du boulevard. Le boulevard est peut-être fait par, ou tout simplement tracé par ceux qui sont en train d'accompagner le processus d'une certaine manière. Vous qui laissez la place. Non, nous disons. Non, c'est pas laisser. Revenir à un deuxième mandat. Non, c'est pas laisser. Comment ça revenir deuxième mandat? C'est pas facilement, si facilement. Ah, donc vous parce qu'il n'a pas d'adversaires solides. Je suis très heureux. C'est vous qui dites que tous ceux qui ont déposé leur candidature actuellement, il n'y a personne qui est solide là-dedans. Merci d'avoir publicité M. Martin Fayoulou. Donc, c'est-à-dire que vous êtes divisé de votre côté. Non, c'est pas question de division. Vous étiez à 4, on voit, c'est ça qui a sa candidature, l'autre a sa candidature. Donc, ça sert à rien de... vous ne parlez pas le même langage. Ça ne sert à rien de nuancer. Enfin, vous avez dit que pour l'instant, il s'agit d'accompagner, de tracer un boulevard. Donc, ceux qui ont déposé, la conséquence de ce que vous avez dit, ceux qui ont déposé sont en train d'accompagner M. Tshisekedi dans son plan, de pouvoir gagner haut la main sans plus. Je suis tenté d'être d'accord avec vous. Et vous aussi qui boycottez?
Entrer dans les processus, je recommence encore. Il faut faire face. Le mot boycott n'existe pas. C'est moi qui l'emploie par rapport à la réalité. Moi, je suis là pour vous parler de nous. C'est-à-dire que chez nous, le mot boycott n'existe pas. Nous ne quittons pas le processus, mais nous n'accompagnerons pas non plus M. Tshilombo à pouvoir dire « Tiens, j'ai gagné haut la main ». En plus, aujourd'hui, avec la transmission électronique, je ne sais pas si vous avez lu la loi électorale, vous aurez pu voir comment ils ont fait pour pouvoir faire voter les fictifs à l'intérieur. En tout cas, nous travaillons et nous faisons de notre mieux pour alerter l'opinion. Donc, c'est samedi. À partir de ces samedis, la MOUCA, les exécutifs provinciaux décidés vont se déployer pour expliquer, c'est-à-dire vont tenir un certain nombre des activités pour expliquer au peuple comment on peut activer l'article 64, qu'est-ce que c'est que l'article 64. Ça, nous commençons. Et le 29, j'espère que je ne suis pas allé vite en besogne, sinon je peux vous donner à peu près le calendrier des activités. Nous allons le revenir 29, nous avons déjà un très grand meeting, mais bon, comme vous dites, nous allons y revenir. Vous allez y revenir, mais sinon, vous avez reçu l'autorisation, bien que nous sommes dans un régime d'information. Allons-y, mais merci de pouvoir même parler de l'autorisation, parce que c'est comme ça que ça paraît chez tout le monde, alors que nous sommes dans un régime d'information. Ils ont peur de quoi? Pourquoi ils ont peur? Des casses, des morts. Depuis quand nous nous cassons? Qui nous attaque à chaque fois qu'on est en manifestation? Est-ce que c'est nous? D'où sortent les machettes? Qui tire quand on est dans des manifestations? Qui frappe? Donc les gens savent où se trouve la violence. Nous avons toujours dit, nous sommes dans un processus, nous, notre combat est pacifique. Des lieux de nos manifestations sont connus, nous disons, nous écrivons. Maintenant, demandez-vous d'où vient la violence. Quand les gens disent qu'ils veulent tenir un meeting, vous avez une scène, vous avez un auditoire, c'est-à-dire que vous avez les gens, et vous parlez, vous terminez, vous demandez à tout le monde de pouvoir rentrer en paix. L'État aussi doit être en mesure de sécuriser. Si l'État n'est pas en mesure de sécuriser, il peut reporter. Donc on peut se poser la question aujourd'hui. Tout à l'heure, peut-être qu'on va parler de notre aîné abattu, tué, assassiné, M. Chérubin. Donc l'État n'est pas en mesure de sécuriser. Vous venez de sortir le vrai mot. Effectivement, l'État n'est pas en mesure de sécuriser. Voilà, merci Alex Dende. Je reviens à vous sur notre deuxième invité. Et là, Mathieu Takizala. Madame, en tout cas, Madame, excuse, en tant qu'économiste, le retard n'est pas autorisé, mais vous savez que les réalités arrivent. Je demande aux spectateurs, les gens qui nous suivent à la maison, vraiment des milliers excuses. J'ai l'habitude d'être à temps parce que l'heure, on ne badine pas avec. Mais les excuses, mes excuses, les invitations, ce n'est pas tous les jours qu'on donne aux gens. Et puis, j'ai salué mon co-débatteur, Lexis Légal. Je pense que la gravité de la démocratie du Congo, nous ne devons pas autoriser les retards. Et vous savez, qu'est-ce que nous subissons? Et les réalités sont diverses. J'ai quitté les métiers, c'était des gens alentours de 7 heures, j'ai appelé mon compatriote. Mais les routes congolaises ne nous permettent pas. Allez-y. Voilà, c'est ça. Merci. Voilà, Mathieu Takizala, vous réagissez ou on entre dans un sujet économique qui est votre spécialité? Par rapport au dialogue, il y a le CLC, le Comité laïque de coordination, qui appelle à un dialogue pour sortir de la République démocratique du Congo de la crise qu'elle est en train de vivre, sécuritaire, sociale, en fait, tous ces mots qui rongent le pays. Vous savez, dès la jeunesse de la République démocratique du Congo, on a toujours compris comme si que les assises doivent rester uniquement les assises des acteurs du monde politique. Or, la société est transversale. La société a d'autres acteurs. Et le preuve en est que 6 décennies durant, on n'a pas créé plus de débouchés aux Congolais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes parmi les États où la création de la valeur est devenue de plus en plus difficile. Vous comprenez? Je peux commencer à vous résumer tous les dialogues où les politiciens étaient présents. À un moment, il faut qu'on cherche aussi d'associer les autres. Parce que les syndicats aussi ont un rôle dans un pays. C'est-à-dire associer aussi vous, les économistes. Mais c'est logique, c'est logique. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez être commerçant, ou entrepreneur, ou avocat, ou juriste. Si vous faites la politique active, vous êtes plus considéré comme avocat. Vous êtes un politicien. C'est-à-dire que la société, il faut voir l'entonnoir dans la globalité de la société. On a fait par exemple 1960. On arrive à Bruxelles, la plupart des gens qui étaient présents, c'était du monde politique. Lorsqu'on quitte Bruxelles, on vient dans les années 90. Comprenez mon émotion, c'était dans l'espace d'Ensele pour libéraliser le champ. On n'a pas dit libéraliser les champs professionnels de la République démocratique du Congo. C'était libéraliser le champ politique. Or, l'administration aussi a un rôle, à part l'administration politique. C'est-à-dire qui était à l'Ensele? Vous
comprenez-vous l'impair de l'époque? C'était toujours des acteurs politiques. On quitte Nsele, conférence nationale souveraine, qui était, à part quelques acteurs d'activistes du monde social de la République démocratique du Congo, il y a un vrai problème économique dans ce pays. Et le vrai problème économique ne peut pas être absorbé, madame, uniquement qu'avec le monde politique. Il faut que le monde politique comprenne aussi que s'ils n'ont pas un socle, parce que le socle, ce sont les agents économiques. Les socles, c'est des gens qui travaillent dans le territoire aussi, pour créer des ressources. Mais comment aujourd'hui, nous avons un système économique qui est uniquement à 99% du point de vue structurel, qu'avec des acteurs venus d'ailleurs. Vous comprenez? Et les acteurs locaux, il n'y a ni des subventions, ni l'accompagnement, ainsi de suite. Alors, nous quittons Conférence nationale souveraine. On fait quoi? Outenika, vous les connaissez? Vous savez, qui était toujours présent? C'est toujours le monde politique. Mais il y a des économistes, des juristes. Madame, quand quelqu'un est économiste, ces politiciens, quand quelqu'un est économiste et qu'il quitte de faire ce qu'on appelle comme un professionnel économique actif, mais il devient dans le monde politique, on l'appelle plus économiste, il est politicien actif. Il est politicien, c'est-à-dire qu'il va agir comme un homme politique. C'est pour ça que vous voyez que la politique a des blocs idéologiques. Et les blocs idéologiques sont reposés par ce qu'on appelle les corps sociaux. La classe moyenne, la classe aisée et la classe ouvrière. Or, aujourd'hui, les inspirations politiques de la République démocratique, vous ne voyez pas que ça vire vers les blocs ethniques, parce que le socle social est absent. C'est pour ça que vous voyez, on parle, en République démocratique du Congo, du tribalisme. Qu'est-ce qui fait ça? Cette repli. Cette repli parce qu'il n'y a pas de socle social. L'ouvrier, il est quasi inexistant, le pourcentage est faible aujourd'hui. Les aisés, nous le voyons plus. Nous voyons même dans l'architecture de nos villes. Là où il y avait la classe moyenne, nous voyons que la classe moyenne est en train de reculer. Là où il y avait la classe ouvrière se popularise. Maintenant, dites-moi, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, les libéraux, il n'y en a pas assez. La droite, parce que le capitalisme est quasi inexistant, purement congolais. La gauche, où les ouvriers pouvaient être le socle pour que ce soit les inspirations idéologiques de la gauche congolaise. Vous voyez que maintenant, la politique est résumée uniquement avec les appareillages politiques, c'est-à-dire que les partis politiques. Or, la politique, la doctrine de la politique, c'est l'idéologie politique, l'approche sociétale de la politique. Or, si nous ne réparons pas les problématiques sociales et sociétales de la République démocratique du Congo, mes compatriotes politiques vont avoir du mal de trouver les gens qui partent en politique par l'approche idéologique. Merci, M. Takizala. Alors, on prend notre deuxième sujet avant de revenir avec vous, avec la francophonie. Nous allons voir cela de façon économique, l'apport économique de ce 9e G de la francophonie. Alex Dende, il y a Ensemble pour la République, parti politique dont faisait partie les députés nationaux Cheriban et Okende, qui accusent le procureur près la Cour de cassation de violation des secrets de l'instruction. Quelle année vous faites un peu de cette affaire? Parce que là, nous sommes maintenant à l'étape des enquêtes. Merci, maman. J'ai suivi mon cher Mathieu Takizala tout à l'heure. J'ai entendu 2 ou 3 petites choses qui mériteraient peut-être une petite, comment on dit, réaction. Concernant, il a dit tout à l'heure qu'il y a des politiques, en fait, on n'associe pas les autres corps. Enfin, je n'ai pas... c'est que j'ai compris et qu'en fait, il y avait des politiques et qu'on n'associait pas... Lors des dialogues, lors des rencontres, ouais. C'est là qu'il n'y a pas de bons résultats. Oui. En fait, parce que devant moi, j'ai le texte du CLC, peut-être que mon cher Mathieu n'a pas lu exactement le texte du CLC, c'est ce qu'il dit. Ils disent que le CLC considère dans cette optique qu'il n'y a pas d'autre voie des sorties de crise que le dialogue. Il serait donc temps que le chef de l'État et les principaux leaders politiques et sociaux, du pays se mettent ensemble pour identifier les réponses les plus adéquates et les plus urgentes aux multiples équations du moment. D'accord? Donc on parle aussi des acteurs sociaux. Enfin, je crois que la société civile regroupe aussi la plupart de ces acteurs sociaux. Il devrait y faire partie. À l'intérieur. Je pourrais terminer cette page de réaction en disant
je me rappelle de ce que disait Baron lui, parce que tout à l'heure, mon cher Mathieu a semblé dire qu'un économiste qui vient en politique n'est plus économiste. Enfin, je ne comprends pas très bien cette affirmation. Je crois qu'en fait, la politique, c'est pour trouver des solutions, c'est-à-dire que c'est un engagement personnel. Donc, ce qui me concerne, ce n'est pas un métier. Enfin, vous ne venez pas parce que personne ne va vous payer à la fin du mois en disant « Ah tiens, je travaille à la politique ». Je crois que c'est un engagement et vous dites « Écoute, je vais rendre cet engagement fonctionnel, je vais rentrer par exemple dans un regroupement politique ou en faire pour aller conquérir le pouvoir parce que nous estimons que nous avons des réponses ». Donc, j'étais en train de dire, Baron lui qui disait « Faites-moi la bonne politique et je vous ferai des bonnes finances ». Donc, cela veut dire que c'est fonction de la politique. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce soit un économiste, un médecin, enfin, ça ne veut pas dire qu'il n'est plus ce qu'il n'a pas appris. Et par contre, le prérequis qu'il a fait de lui l'homme de la situation dans un domaine, parce que tout simplement, il va ramener cette expertise. Et je crois que quand il va proposer l'ordre de ses solutions, en ce qui concerne sa formation des bases, il sera encore beaucoup plus à l'aise parce qu'il a les éléments nécessaires de pouvoir faire ces choses-là correctement. Nous, en ce qui concerne par exemple l'idéologie, nous sommes des socio-libérales, c'est-à-dire que nous croyons à l'économie du marché, mais aussi à l'intervention de l'État pour pouvoir corriger les perversités qui pourraient en ressortir. Donc à partir de là, je crois que ce soit en termes d'idéologie, mais ça c'est très bien, hein, il faut que chaque politicien qui s'engage puisse effectivement trouver le temps de pouvoir expliquer à la population qui il est, qu'est-ce qu'il a besoin de faire, quelle est son idéologie, quel est son socle, quelles sont ses convictions. En ce qui concerne la réponse que nous on a donnée quand on a dit nous ne déposons pas, c'est une cohérence basée sur des convictions et des principes, nos principes avec nos valeurs. C'est-à-dire que nous disons que nous avons une démarche depuis le début et arriver là dans tous les combats qu'on a menés à une forme de logique. D'accord? Mais déposer, cela veut tout simplement dire cracher sur tous les combats qu'on a menés depuis lors pour pouvoir y arriver. Et ça, les hommes politiques se doivent un moment aussi d'être cohérents et d'avoir des principes et des convictions et les respecter. Il n'y a pas que de jeu à chaque fois, soit le jeu des alliances ou chercher à flouer le peuple à chaque fois. Il faut aussi être solide dans ses appuis et savoir dire non. Parce que ce qui est difficile dans notre pays, c'est les gens qui ne savent pas dire non. Et assumer les conséquences. Et assumer. À un moment, il faut s'assumer. Quand nous disons non, nous disons que nous allons nous battre dans la rue. Nous disons que nous allons activer l'article 64, mais pour cela, il faut que le peuple puisse s'en approprier. Et pour cela, le peuple doit comprendre ce que c'est et comment il peut activer cet article 64. Alors, venons-en à l'enquête. Voilà. Bon, en ce qui concerne l'enquête, je crois que il commence à être... Bon, je crois qu'il est hasardeux aujourd'hui de se prononcer constamment de manière claire. C'est-à-dire que nous avons plutôt un faisceau d'indices qui montrent que les gens sont en train de jouer à la montre. Vous savez que en ce qui concerne les enquêtes dans cet ordre-là, plus le temps passe, en fait le temps joue en faveur souvent de meurtriers, des commanditaires et autres, parce qu'ils ont le temps de pouvoir brouiller le piste, et ça c'est quand même un peu dangereux. Plus d'une semaine maintenant, donc, enfin, je crois que c'était le mercredi qu'il a été enlevé, donc le corps sans vie c'était les jeudis, je peux me tromper, mais là ça nous fait déjà plus d'une semaine. La commission d'enquête, d'après nos informations, n'est toujours pas constituée. En ce qui concerne la médecine légale, c'est-à-dire enfin, tout ce qui est autopsie, tout ça n'est toujours pas fait. Je crois que ça va être une commission entre guillemets internationale parce qu'aujourd'hui, M. Chilombo, en premier, personne des censés ne peut faire confiance qu'à l'expertise de notre justice. Et je ne dis pas qu'à l'intérieur, il n'y a que des gens mauvais ou des gens incompétents. Je crois même qu'on a des gens très compétents, mais qui subissent le poids d'un système qui est bâti des manières un tout petit peu à ne pas laisser la justice réelle n'est pas laisser la justice réelle sédir. Et donc à partir de là, on nous parle de cette commission internationale, mais nous ne comprenons pas comment ça prend autant de temps. Et donc dans ça, en ce qui nous concerne, ça a été intéressant de lire un tout petit peu ou d'être à la messe dernièrement, enfin le mercredi avec le cardinal Ambongo. Avec le cardinal Ambongo qui a posé des tas de questions, mais qui a dit des choses avec une pertinence incroyable. Vous savez, il est toujours percutant avec le mot, au-delà des questions. On dit qu'il est très proche de vous. Il est plus politique que prêtre. Comment ça, proche de nous? Comment ça? Il est proche du peuple. C'est ça qui est... Ah donc vous savez que nous sommes le peuple. Le gouvernement lui reproche. Le gouvernement le reproche. Très proche de vous. Le gouvernement d'avant aussi, en fait, M. Kabila a reproché aussi la même chose
à notre cardinal Passigna, on va dire à peu près cela, et Mobutu aussi, on s'entend. Donc, soyons un tout petit peu sérieux. Je crois qu'ils ont une logique depuis le début, ils sont proches du peuple, mais les prophètes, les cardinaux, tout ça, ils ont toujours été avec le peuple. Ça, vous le savez mieux que moi, c'est pas moi. Vous avez des prophètes à l'époque, que ce soit Élie était contre VS le roi Achab, Nathan était contre le roi David, Moïse était à peu près opposé au pharaon, ainsi de suite. Jésus traitait même Hérode des renards. Donc, l'Église est au milieu, mais quand on dit au milieu du village, l'Église est du côté du faible, le côté du peuple. Et si les choses ne vont pas bien, donc nous pouvons comprendre toutes les questions que le cardinal Ambongo a posées. Il a posé par exemple les questions suivantes. Pourquoi cette montée de l'intolérance et de la barbarie, des insultes? Que gagne-t-on à vouloir mettre fin de manière crapuleuse à la vie de son frère et de sa sœur? Pourquoi d'un coup la personne humaine n'a plus de valeur ni dignité intrinsèque? D'où vient cette banalisation de la vie humaine et culte de la violence verbale et physique? Il a dit tant de choses beaucoup, mais l'église, c'est pas seulement l'église catholique, hein? C'est comme vous parlez d'église, comme vous la limitez à l'église catholique. Je parle de la messe. Je parle de la messe qui a été faite ou donnée, on va dire, en mémoire de notre regretté Sheridan Okende, où il a dit clairement que les assassins ne resteront pas impunis. Et il dit même aussi que ces meurtres qu'on enregistre dans notre pays aujourd'hui, ce ne sont pas des actes spontanés, ce sont des actes réfléchis, planifiés et exécutés conformément à une volonté qui a été arrêtée. Il le dit clairement. Donc aujourd'hui, nous le voyons, nous voyons la manière d'opérer. Les gens sont en train de mourir, mais l'on banalise. Attendons les résultats des enquêtes. Non, mais nous sommes le premier à vouloir attendre les résultats des enquêtes. Mais on vous dit que la commission n'est toujours pas constituée. On pourrait se poser la question, M. Kapiamba s'est posé la question, a dit des choses clairement sur RFI, je ne me trompe pas. Il a dit que dès le moment où il a été enlevé, quand il a reçu le message qu'il a été enlevé, qu'est-ce qu'il a fait, M. Kapiamba? Il a appelé, on va dire, ceux qui gèrent la sécurité dans notre pays. Il a beaucoup plus d'entrée que moi, donc je dis tout simplement ce qu'il a dit. Il n'a pas reçu de réponse. Il a même écrit à ces gens-là, mais bizarrement, il y a eu une espèce de léthargie. Nous attendons les enquêtes, monsieur. Non, on ne peut pas spéculer. Et je vous ai dit au départ, moi je ne fais pas comme ceux de la Cour de cassation. Nous tous, nous attendons des enquêtes, la conclusion des enquêtes, mais vous savez, ils nous ont dit les choses dès les premières heures. Mais bien sûr, ils se sont un tout petit peu rétractés. Nous, c'est des ça qu'on est en train de dire, qu'il peut y avoir une espèce de, comment on appelle ça encore, une espèce d'abstention comme ça, qui s'est faite, une abstention coupable, je crois que c'est comme ça que ça s'est dit, et il faut que les têtes tombent. Mais nous sommes surpris que jusqu'à présent, il n'y a presque pas de mesures conservatoires, il n'y a pas des gens qu'on a écartés un tout petit peu pour ne pas gêner l'enquête, mais bon, on attend voir. Entre-temps, sachez qu'il y a des familles, il y a eu une famille, parce que c'était un père de famille, il y a les enfants, il y a ses amis, il y a les amis de... Enfin, nous qui l'avons connu, qui avons travaillé un tout petit peu avec lui. C'est proche, hein, voilà. Les proches, merci, il y a des gens qui souffrent que cette justice est un tout petit peu dans la célérité de donner les réponses. Avec la francophonie qui est en train qui va bientôt débuter, nous ne savons pas exactement où va pencher la balance, mais nous allons rester vigilants. Voilà, restons vigilants, attendons voir alors, puisque vous avez évoqué la francophonie, nous en parlons avec Mathieu Takizala. Hier, il y a eu les organisateurs, et on fait visiter les infrastructures. Alors, vous parlez du volet économique de ces jeux. Qui est important. Est-ce que gagne la République démocratique du Congo par rapport à ces jeux? Bon, je me remets avant de vous répondre, d'essayer un peu de compléter l'exercice légal. Vous savez, le personnel politique, il ne suffit pas de faire la formation de base scientifique. Quelqu'un peut étudier l'économie, mais s'il n'a pas exercé, c'est ça le vrai problème, le grand fossé de la société congolaise. C'est-à-dire que 3/4 de personnel politique qu'on a, ils peuvent avoir obtenu des diplômes, mais n'ont jamais exercé. Parce que le marché de l'emploi de la République démocratique du Congo ne crée pas des experts. Et dans la politique contemporaine mondiale, qu'est-ce qui se passe, cher Alex Dende? C'est logiquement, dans chaque parti politique, nous devons avoir des experts. C'est-à-dire que les gens qui ont bossé
vous avez quitté l'école et après l'école, vous avez exercé. C'est pas ce qui se passe en République démocratique du Congo. Nous avons des gens qui disent qu'ils sont économistes parce qu'il a été à l'école. Et après l'école, case parti politique. Concilier la théorie. Vous comprenez? Donc, c'est ça le bas blesse de la société congolaise. Et ce monsieur n'est pas expert. Il n'a jamais exercé. Alors, merci. C'est ça le contraste de la société congolaise. Monsieur Takizala. Et ironie de l'histoire, on va les confier des tâches, des responsabilités à un pays où les déficits sont cruels, sont énormes. Or, le reflet de la politique, c'est aussi le marché du travail. C'est l'expertise des uns et des autres. Ce n'est pas uniquement le brevet d'école. C'est ce qui se passe un peu au Congo. Merci. On a tant d'universitaires, mais la cité congolaise recule. Merci. Nous sommes déjà presque à la Donc, fin. Oui, francophonie, c'est déjà 88 États qui partagent une langue, qui partagent beaucoup d'atouts. Vous savez, aujourd'hui, dans le continent, nous avons un État comme le Maroc. Si l'économie marocaine est prospère aujourd'hui, parce qu'il y a des industriels de l'espace francophone, tels que les Canadiens, le Français. La France est représentée par PSA, Renault, où aujourd'hui, la plupart de ces industriels font le mariage économique avec le Maroc. Or, nous, au passé, ceux qui connaissent bien la ville délimitée, ou qu'on appelle commune délimitée aujourd'hui, en France on dira ville, il y a eu beaucoup d'entreprises françaises en République démocratique du Congo. Sauf que le personnel politique n'a pas sauvegardé ce que la France avait mis ici. Et la francophonie n'a rien à voir de la France. La France est membre comme les autres États. Même nous parlons la langue. Vous comprenez? Alors aujourd'hui à Kinshasa, il y a aussi quelques entreprises francophones qui sont sur le terrain. Mais pourquoi le Congo ne gagne pas? Parce que du côté congolais, nous ne créons pas des entreprises congolaises compétitives à permettre que toutes ces intelligences économiques qui sont dans l'espace francophone, l'industrie financière par exemple, la France a plus des moyens financiers, la Suisse, la Belgique, il y a des entreprises qui fabriquent, qui transforment, où nous ne transformons pas. En venant dans ces bureaux, ce matin avant de quitter mon bureau, le bureau de l'IMT, j'étais en contact avec des industriels tunisiens, algériens, qui fabriquent des pneumatiques, qui fabriquent aujourd'hui l'industrie de l'automobile, et aujourd'hui bien représentés dans l'Afrique francophone maghrébine, par rapport à la République démocratique du Congo. Si la francophonie, on va rester uniquement un géo, je ne suis pas contre les artistes comme Lexis Légal et le Prévané, ils valent l'expertise qui peut amener dans le monde politique parce que c'est un artiste, il a déjà fait quelque chose professionnellement à part quitter l'école. C'est ça le vrai problème. Maintenant, moi en 2012, j'avais un monsieur qui travaillait, collaborateur François Hollande. Quand ils sont venus à Kinshasa, j'ai discuté avec lui. À l'époque, c'était l'histoire de Louis Mouchaka. Il me dit, vous serez content parce que la Rwandaise va remplacer les Canadiens d'origine haïtienne. J'ai dit, vous avez déjà élu quel auteur rwandais? Si la francophonie, on va rester uniquement dans la partie G et qu'on ne va pas faire une francophonie économique, on sera toujours en retard par rapport aux Anglais. J'avais répondu à ces députés. Mais non, la francophonie économique, nous les Congolais, nos entreprises doivent être présents dans tous les espaces francophones. Vous savez, le Congo fait marche arrière. Moi, depuis 1986, je vis en France. Vous savez, la première communauté démographique d'Afrique subsaharienne aujourd'hui en France, c'est les Congolais. Mais si on cite les Africains francophones qui ont plus d'entreprises dans la société française, ce n'est pas les Congolais. D'où la nécessité, lorsqu'on a une personnalité, personnel politique habile qui comprend ce qu'on appelle les enjeux du XXIe siècle, de cette économie libérale, où on doit être présent là où ces hommes-là consomment. Château Rouge, nous achetons. Matongé, nous achetons. Les acteurs ne sont pas congolais. Or, nous devons être des acteurs à Château Rouge, Matongé, Buckingham, et toutes ces places économiques dans l'espace francophone du monde, même partout, ou au Canada. Aujourd'hui, retourner avec la francophonie à Kinshasa, c'est une bonne chose parce que l'image, l'économie, on le fait aussi avec l'image d'un peuple. Depuis les années de crise venant de nos compatriotes politiques, ça suit l'image du passeport congolais.
Vous comprenez? Et au moment de l'économie, quand on discutait, on assurait beaucoup en travaillant dans le secteur économique. Quand on parle du Congo, et c'était toujours un pays où on brandit ce risque, et il n'y a pas la paix, et tout ça. Donc je crois qu'aujourd'hui, retourner à Kinshasa, c'est déjà une bonne chose, mais nous ne devons pas rester uniquement dans ce qu'on appelle la musique du spectacle. Nous devons utiliser maintenant la stratégie économique parce que nous sommes un État en déficit. Il faut maintenant que le secteur privé congolais, les compatriotes comme Lexis Légal qui font la politique active, doivent comprendre qu'un politique, c'est comme un poisson sans l'eau. S'il n'a pas le socle productif dans le pays, s'il n'a pas les entreprises de son État capables à le compléter, il peut mettre les idées. Ce ne sont pas les idées qui manquent à la République démocratique du Congo. Sinon, M. Takiza, là, peut-être une dernière question parce que nous allons terminer. Sinon, ces genres des rassemblements ou d'organisations, allais-je dire, comme le 9e jeu de la francophonie, est génératrice de recettes. Il est génératrice de recettes dans les États qui sont habiles. Vous comprenez? Aujourd'hui, il y a quelques entrepreneurs dans le secteur de BTP qui sont tentés de restaurer les choses comme les stades, tout ça, ainsi de suite. Les compatriotes travaillent. Ce n'est pas uniquement une main-d'œuvre ouvrière, mais il y a aussi une main-d'œuvre de capital, c'est-à-dire que les entreprises. Maintenant, on devrait étendre. Vous comprenez? Il faut qu'on étende ça. Parce que vous savez, le Expo universel de Bruxelles a permis le Bruxelles, après la guerre, que Bruxelles revienne. Il y a des marques comme Spa, le Spa, est reconnu mondialement parce qu'à partir de l'Expo universel de Bruxelles. Donc, je crois que nous, aujourd'hui, ceux qui font la politique doivent trouver leur partenaire. Un politique, son ami, c'est qui? C'est le journaliste, c'est l'entrepreneur, c'est le scientifique. Ce sont ces gens-là qui complètent les politiques. Or, en République démocratique du Congo, si les politiques ne vont pas comprendre avec les moments comme ça, où on invite 88 couvertures médiatiques mondiales, nous devons être prêts à vendre nos entreprises de la République démocratique du Congo parce que l'absence de l'entreprise en République démocratique du Congo, vous voyez que dans le terrain social et économique, ça devient de plus en plus difficile. Et on finit. Merci, M. Takizala. Merci, Alex Dende. Nous avons fini. Ah, ok. L'émission est finie. Ok. Merci. Merci à l'équipe technique. Merci à Doudou Montiri, Karine Ebebe, Moro Nzambe, Alain Kabongo, Onésime Tingani. Merci à tous, fidèles téléspectateurs et auditeurs de kiosque. Nous nous retrouvons lundi avec le même plaisir. Bon début de week-end. Au revoir.